Le M107. Longue rifle reposait dans l'armurerie comme une bête endormie. Un calibre 50, 30 livres d'acier et d'intention pure. Une arme qui ne se contentait pas de neutraliser une menace, elle l'effaçait, à des distances où la plupart des hommes ne distinguaient même plus une silhouette. Mara Collins se tenait à moins d'1 mètre de la cloison vitrée, assez près pour voir son reflet se superposer à la masse sombre du fusil, assez près pour se souvenir. Touchez à cette arme sans mon ordre direct, Collins, et votre carrière s'arrête ici. La voix du commandeur Thomas Hale venait de derrière elle. Calme, plate, pas une menace, un constat. Ce genre de certitude qu'on acquiert après 30 ans de décisions irréversibles, et après avoir vécu avec chacune d'elles. Mara ne se retourna pas. Son regard resta fixé sur le fusil. Un rayon de lumière matinale accrocha la lentille de la lunette montée sur le bipied. Les pieds repliés contre le canon évoquaient les serres d'un rapace au repos. « Il n'est pas suspendu », poursuivit Hale en s'avançant à sa hauteur. « Il n'est pas transféré. Il est neutralisé, définitivement. Vous m'avez comprise, maître ? » ?»« Oui, monsieur. » Sa voix était stable. Ses bras pendaient le long du corps, immobiles. Seuls ses doigts trahirent un infime frémissement. Un réflexe ancien, plus vieux que ses papiers d'engagement. Hale observa leur reflet dans la vitre. 52 ans. Des mèches grises striant des cheveux autrefois noirs comme du pétrole. Un visage marqué par des choix dont les cicatrices allaient plus profond que n'importe quel éclat d'obus. Il avait déjà servi quand Reagan était à la Maison-Blanche. Il avait opéré dans des jungles dont les noms restaient inclassifiés. Et il avait appris, à ses dépens, que l'arme la plus dangereuse n'était jamais celle qu'on tenait entre ses mains, mais la certitude de savoir quand s'en servir. Il y a 7 mois, dit-il à voix basse, un infirmier de combat nommé Arlon Cross a emporté un fusil de ce type lors d'un accrochage près de la région de Bagram. Le renseignement parlait d'une opération propre. 3 minutes après le début, un brouillard est tombé sur la vallée, comme si Dieu avait tiré un rideau sur la scène. Cross a paniqué. Il a tiré à l'aveugle. Il a touché un véhicule allié. Il marqua une pause. 2 marines sont morts avant que quiconque comprenne ce qui s'était passé. Cross n'a plus jamais tiré un coup de feu. Réforme médicale. Aux dernières nouvelles, il ne dormait plus sans médicaments. Et il ne pouvait plus regarder ses mains sans y voir du sang qui n'existait pas. Le silence s'installa. « Il y a 7 mois, reprit Hale, j'ai écrit 2 lettres à 2 familles. Pour leur expliquer que leur fils était mort parce que quelqu'un avait cru pouvoir manier une arme qui n'était pas la sienne. » La mâchoire de Mara se crispa. « Je connais cette histoire, monsieur. » « Alors vous comprenez pourquoi ce fusil reste sous clé. Les infirmiers soignent. Point final, c'est la ligne, on ne la franchit pas. »« Oui, monsieur, mais ses yeux ne quitteront pas le M107. » Et dans le reflet, Hale aperçut quelque chose qui lui serra la poitrine. Une reconnaissance muette. Une familiarité dangereuse, le regard de quelqu'un qui contemple la photo d'un proche disparu depuis trop longtemps. Il tourna les talons. Ses bottes résonnèrent en rallant sur le béton. Il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait donné l'ordre. Dans son monde, cela devait suffire. Derrière lui, Mara murmura au fusil, sa voix presque noyée par le souffle de la ventilation. « Le préféré de papa. Je te reverrai. » Le fusil, bien sûr, ne répondit pas. Mais si le métal avait une mémoire, si l'acier pouvait retenir l'empreinte de chaque main qu'il avait saisie, celui-ci aurait reconnu la sienne. Il aurait reconnu le sang. Et il aurait su que ce n'était qu'une question de temps. L'été dans le haut désert du Nevada ressemble à une fournaise divine. Une chaleur qui ne réchauffe pas. Elle punit. L'air tremble, danse. L'horizon devient liquide, instable, toujours ailleurs que là où l'œil croit le voir. Août 2010. Mara Collins avait 12 ans. Son père, le sergent-chef Daniel Collins, était agenouillé à côté d'elle, à l'ombre d'un affleurement rocheux poli par le temps. Army Special Activities Unit, 3 déploiements en Afghanistan, 30 jours à la maison avant de repartir. La plupart des pères apprenaient à leurs filles à faire du vélo ou à tresser des cheveux. Daniel lui apprenait à lire le vent. « Tu vois ce tourbillon de poussière ?» demanda-t-il en désignant une spirale de sable qui dansait à peut-être 400 mètres. « Qu'est-ce qu'il te dit ?» Mara plissa les yeux derrière la lunette d'observation,
suivant la petite tornade qui dérivait de gauche à droite. Vent d'ouest en est, 5 miles à l'heure, peut-être 6. 5 et demi, corrigea-t-il, mais ça ira. Il ajusta le fusil sur son bipied. Un XM 2010, pas le gros calibre, pas encore. Touche à la tourelle d'élévation. À cette distance, ce vent te pousse la balle d'une vingtaine de centimètres sur la droite. Tu ne corriges pas, tu rates ta cible de la largeur d'un torse. Il recula et la laissa s'installer derrière l'arme. Il observa comment elle posait la joue contre la crosse, trouvait naturellement l'alignement de la lunette, ralentissait sa respiration. Ton rythme cardiaque, petite. Il fait quoi ? Il baisse. Bien. Descends-le sous 70 si tu peux. Quand tu peux compter les battements, quand tu sens l'espace entre eux, c'est là que tu presses. La cible était une plaque d'acier suspendue à un cadre en bois. Rien de sophistiqué, un simple cercle blanc déjà criblé d'impact. 300 mètres plus loin, une distance qui aurait semblé interminable à n'importe quel enfant de 12 ans. Mara inspira 4 temps, bloqua 7, expira 8. Son cœur ralentit. Le monde se contracta. Le désert s'effaça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le réticule, la cible, et ce vent invisible qu'elle avait appris à lire dans la poussière, les mirages de chaleur et dans la voix de son père portée par l'air brûlant. Elle pressa la détente. Le fusil claqua. Le recul heurta son épaule, désormais familier après 2 étés passés ainsi. Là-bas, au bout de la ligne de tir, la plaque d'acier résonna avec ce tintement clair et métallique, le son inimitable d'un impact plein centre. Aucun doute possible, Daniel sourit. Un sourire rare. Il les distribuait avec parcimonie, comme l'eau dans le désert. C'est ma fille. L'été glissa vers l'automne, puis vers l'hiver. Daniel repartit en mission, revint, repartit encore. Et à chaque retour, il reprenait la route du désert. À chaque fois, il lui transmettait quelque chose de nouveau. La dérive du vent, l'élévation, la lecture des mirages, l'art d'estimer une distance sans télémètre, et surtout, savoir, vraiment savoir quand un tir était juste. Au printemps 2011, Mara avait 15 ans, lorsque son père apporta quelque chose de différent au pas de tir. Le M107 Long Rifle. Elle en avait vu des photos. Elle en connaissait les caractéristiques par cœur. Son père les lui faisait réciter comme des versets. Calibre 50, portée effective au-delà du kilomètre. Un recul capable de briser la clavicule d'un tireur mal préparé, utilisé par les tireurs d'élite du monde entier pour la destruction de matériel et les engagements à très longue distance. Mais, le voir en vrai, posé sur le tapis de tir comme un dragon mécanique endormi, c'était autre chose. « T'es sûr de toi, papa ?» Daniel procédait aux vérifications, chargeur bien engagé, optique solidement fixée. Tu tires avec le XM 2010 depuis 3 ans. Tes groupements à 500 mètres sont meilleurs que ceux de la plupart des hommes avec qui j'ai servi. Tu es prête ? Ça va me mettre à plat. Probablement. Il releva la tête et croisa son regard. Puis il s'interrompit, tourna les yeux vers l'horizon. Quand il reprit la parole, sa voix avait gagné un poids nouveau. Tu dois savoir ce que ça fait, parce qu'un jour, peut-être, tu devras comprendre ce qu'est la responsabilité, la vraie, celle qui te frappe en retour. Mara s'installa derrière le fusil. Comparé au XM 2010, le M107 semblait colossal, plus lourd, plus brutal. Elle ajusta sa position, vérifia son point naturel de visée, laissa le réticule se poser sur une cible à 800 mètres. « Rappelle-toi, » dit Daniel doucement, « ce n'est pas une question de tuer, c'est comprendre la puissance, ce qu'elle coûte, ce qu'elle exige. La plupart des gens traversent leur vie sans jamais porter le poids de ce genre de choix. Moi j'ai besoin que tu le connaisses, au cas où. » « Au cas où quoi ?» Il marqua un temps. « Au cas où le monde te demanderait plus que ce que tu pensais pouvoir donner. » Elle inspira, pressa. Le M107 rugit. Le monde devint bruit et violence. Le recul la frappa comme un coup de sabot, la projeta en arrière, la fit pivoter, elle retomba dans la poussière, sur le dos, les oreilles bourdonnantes, l'épaule en feu, les yeux pleins de larmes sous l'onde de choc. Daniel était déjà là, agenouillé à ses côtés. « Ça va ?» Mara cligna des yeux vers le ciel, d'un bleu irréel. Son épaule pulsait, ses oreilles sifflaient. Mais là-bas, au bout du champ de tir, malgré la vision encore trouble, elle distinguait la cible, plein centre. Elle se mit à rire,
Impossible de se retenir, l'absurdité de la scène. 15 ans, renversé par un fusil qui pesait presque autant qu'un enfant. Et pourtant, la cible était touchée. Daniel l'aida à se relever. Et sur son visage, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la fierté, oui, mais aussi une tristesse sourde, celle de quelqu'un qui sait que ce qu'il chérit ne restera pas intact pour toujours. « Ce choc que tu as senti, dit-il, c'est ça, la responsabilité. Chaque pression sur la détente, chaque balle envoyée au loin, ça te répond. Ça te rappelle ce que tu fais. Ce fusil ne te laisse jamais oublier, il ne te permet pas de faire semblant. » Il la serra contre lui et déposa un baiser sur le sommet de son crâne. « Tu as un don, ma grande. Des mains plus sûres que les miennes, plus stables, et je prie pour que tu n'aies jamais à t'en servir avec colère. Je prie pour que les cibles en papier soient le plus proche que tu connaisses jamais de tout ça. » Il saisit le M107 et le tint entre eux. « Mais si le monde ne te laisse pas ce choix, si un jour il te pose la question et que tu dois répondre, alors fais-le correctement, pour les bonnes raisons, soigne quand tu le peux, combat quand tu le dois, et surtout, sache toujours laquelle de ces deux choses le moment exige. » Il sourit faiblement. Ça, c'est la sagesse. C'est ce qui sépare les guerriers des tueurs. Mara hocha la tête, se massant l'épaule. « Je comprends, papa. J'espère ne jamais avoir à le faire. » Juillet 2014. À Flagstaff, la température dépassa les 42 degrés avant midi. À l'intérieur de la maison, la climatisation peinait, les vitres ruisselaient de condensation. Mara avait 16 ans, la dernière année de lycée devant elle, les tests d'admission programmés, les dossiers universitaires à préparer, les soucis ordinaires d'une adolescente dans un monde qui semblait encore à peu près normal. On frappa à la porte à 14 heures précises, une ponctualité militaire, même pour annoncer l'impensable. 2 officiers en uniforme de l'armée, visage neutre, entraînés. Ils avaient déjà fait ça. Ils le referaient encore. Les mots étaient bien dictés par le règlement, répétés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul qui compte. « Madame Collins, je suis le major Collinsworth, voici l'aumônier Alvarez. Pouvons-nous entrer ?» Evelyn Collins pâlit. Une main s'agrippa au chambranle. L'autre monta à sa bouche. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. Madame, y a-t-il un endroit où nous pourrions nous asseoir ?» Mara entendit la scène depuis la cuisine. Elle reconnut le ton. Cette douceur mesurée, presque chirurgicale, réservée à ceux qui annoncent l'insupportable. Le verre lui échappa des mains. Il éclata sur le carrelage. Elle ne s'en rendit même pas compte. Quand Mara arriva au salon, sa mère était assise sur le canapé. Le major Collinsworth s'était agenouillé devant elle. Il prononçait des mots que Mara porterait en elle toute sa vie. Le sergent-chef Daniel Collins avait été tué au combat. Le 22 juillet, lors d'opérations dans la province du Helmand, en Afghanistan. Il assurait une couverture de tireurs d'élite pour un peloton pris sous un feu ennemi intense. La suite se dissout. Dans la friture radio, dans les cris de sa mère. Dans cette sensation brutale que le monde venait de basculer sur le côté. Et qu'il ne serait plus jamais droit. Ils dirent qu'il avait sauvé 12 hommes ce jour-là. Qu'il avait contenu une attaque assez longtemps pour permettre l'extraction. Ils dirent qu'il était un héros, qu'il était mort en faisant ce qu'il aimait, en protégeant ses frères d'armes. Ils dirent beaucoup de choses, aucune ne le ramena. L'enterrement eut lieu sous une chaleur écrasante, honneur militaire complet. La salve de 21 coups fit sursauter Mara à chaque détonation. Le drapeau plié fut remis à Evelyn avec une précision mécanique, accompagné de condoléances récitées mot pour mot. Après, dans la maison devenue soudain trop grande, trop vide, Evelyn serrait le drapeau contre elle en pleurant. Mara était assise à côté, les yeux secs, engourdis, avec l'impression d'assister à la scène depuis très loin, comme si elle concernait quelqu'un d'autre. « Il avait promis, » sanglota sa mère, « il m'avait promis qu'il rentrerait. Il avait promis que tu n'aurais jamais à porter une arme, que tu ne connaîtrais jamais ce qu'il connaissait. Il avait promis... » Elle s'effondra à nouveau. Mara la prit dans ses bras. Elle fixait le vide. Et quelque chose se durcit dans sa poitrine. Quelque chose de froid, de définitif. 3 jours plus tard, seule dans sa chambre, Mara ouvrit la petite boîte en bois que son père lui avait laissée. Les angles étaient usés par le temps. Pas de serrure.
À l'intérieur, son carnet de balistique, des centaines de pages, calculs, tableaux de vent, corrections d'élévation, notes sur la lumière, les mirages, et cette infinité de variables minuscules qui séparaient un impact d'un raté à très longue distance, une douille de calibre .50 tirée, le laiton terni. Aucun marquage à l'exception d'un petit morceau de ruban adhésif au culot avec des chiffres écrits de la main de son père. Distance de la cible, vitesse du vent, température, les données de son dernier tir confirmées. Une photographie. Son père en 2011 dans le Helmand, une tempête de sable montant derrière lui, le ciel orange, presque apocalyptique. Il tenait le M107 Long Rifle. Et malgré le grain de l'image, son regard était clair, sûr, en paix avec ce qui viendrait, et ses plaques d'identification. Elles n'étaient pas réglementaires. Au dos de l'une d'elles, une gravure personnalisée dans l'écriture familière de Daniel. Soigne d'abord, combat seulement quand la guérison échoue. D. Mara referma ses doigts autour du métal et le laissa se réchauffer dans sa paume. Et elle prit une décision. Elle ne deviendrait pas ce qui l'avait tué. Elle ne suivrait pas la voie des fusils, de la violence, de cette existence qui se terminait par des drapeaux pliés et des silences impossibles à combler. Elle soignerait, elle sauverait des vies, elle n'en prendrait pas. Elle l'honorerait en devenant tout ce qu'il avait été, sauf la part qui l'avait conduit à la tombe. 5 ans plus tard, en 2019, Mara Collins s'engagea dans la Navy, corpsman hospitalier, formation médicale à Fort Sam Ridley, médecine tactique avancée, procédure d'urgence, stabilisation des traumatismes. Chaque cours, chaque examen pratique, chaque blessé simulé, elle s'y jeta avec la même intensité que son père avait mise dans le tir de précision. En 2024, à 26 ans, elle comptait 5 années comme infirmière de combat. Déployée en Irak du Nord en 2021 avec des équipes SEAL, opérations contre des cellules insurgées, puis dans la région littorale de la mer Rouge en 2022 et 2023, mission de lutte contre la piraterie et le terrorisme, des environnements qui brisaient la plupart des gens. Mara, elle, s'y épanouit. Son dossier parlait pour elle, 53 vies officiellement sauvées par son intervention directe. Aucun Purple Heart. Elle avait ce talent étrange pour ne jamais se trouver exactement là où tombèrent les balles, aucune sanction disciplinaire, une marin exemplaire. Mais le dossier ne racontait pas tout. Il ne mentionnait pas les nuits passées au stand de tir entre 22h et 4h du matin, quand l'insomnie rendait le sommeil impossible et que la mémoire musculaire exigeait d'être entretenue. Il ne parlait pas des autorisations falsifiées pour obtenir des munitions et du temps de tir, ni de sa capacité à démonter un M4 les yeux bandés, ni de ses groupements à 300 mètres capables de rendre jaloux bien des fantassins, ni du fait qu'elle continuait à pratiquer les exercices de respiration que son père lui avait appris malgré la promesse qu'elle s'était faite de ne jamais en avoir besoin. Sous sa couchette, la boîte en bois était toujours là, les mêmes 4 objets, et toutes les strates de souvenirs qu'elle avait construites autour. Aux yeux des autres, elle était une infirmière compétente, fiable, peut-être un peu trop silencieuse, un peu trop intense. Mais chacun avait ses bizarreries. Chief Warrant Officer Ryan Mercer, tireur d'élite principal de l'équipe, voyait autre chose. « Tu tires ?» lui demanda-t-il un jour, 6 mois après son premier déploiement. Ils étaient sur une base avancée, en train de nettoyer les armes après une patrouille. Mercer travaillait sur son XM 2010, méthodique, précis, comme un chirurgien préparant une incision. Expert tireur dès la formation initiale. Qualifiée tireuse d'élite à l'instruction de base, répondit Mara sans lever les yeux de l'inventaire de son matériel médical. Mais ce n'est pas mon rôle. Je ne t'ai pas demandé ton rôle. Je t'ai demandé si tu tires. Elle releva enfin la tête et croisa son regard. Mercer avait 48 ans. Les cheveux grisonnants, un visage buriné par 28 ans, passé à observer le monde à travers une lunette. Des yeux qui voyaient ce que d'autres manquaient, des yeux capables de capter des détails que les autres laissaient ponfiler. « C'est mon père qui m'a appris », dit-elle enfin, avant de mourir. « Daniel Collins, unité spéciale de l'armée, je sais. » Mara se figea. « Comment ça ? On gravitait dans les mêmes cercles. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai connu des types qui ont servi avec lui. Il disait qu'il pouvait toucher l'œil d'un moustique à 1000 mètres et que sa fille était encore meilleure, mais qu'il l'avait tenu à l'écart de ce milieu.
Ryan Mercer réassembla son fusil avec une aisance routinière. Tu continuas à t'entraîner ? Parfois. Parfois, c'est combien ? Assez souvent. Il l'observa longuement. Quelque chose passa entre eux, une compréhension tacite, ou une reconnaissance. Ton secret est en sécurité, dit-il enfin. Mais Collins, si le jour arrive où on a besoin de toi pour autre chose que soigner, n'hésite pas. L'hésitation tue plus sûrement que les balles. Ce jour n'arrivera pas, Chief. J'ai fait une promesse. On fait tous des promesses, répondit-il doucement. Puis le monde débarque et nous demande lesquelles comptaient vraiment. Naval Base Point Loma, Californie, 14 mars 2024. La salle de briefing sentait le café brûlé et cette forme particulière d'anxiété qui précède les opérations. 14 personnes entassées dans un espace prévu pour 10. Le commandeur Thomas Hale se tenait à l'avant, pointeur en main. Derrière lui, une carte tactique brillait sur l'écran. Briefing mission pour l'opération Iron Mesa, commença-t-il. Convoi logistique, 6 véhicules, 47 miles à travers le Great Basin Training Range. Objectif, livraison de fournitures médicales et de munitions à l'avant-poste Iron Mesa. Évaluation, renseignement, menaces faibles, exercice de routine. Mara était assise au dernier rang, son sac médical à ses pieds, prenant des notes. Routine signifiait ennuyeux. Ennuyeux signifiait que personne ne mourait. Elle prenait l'ennui à chaque fois. Répartition des véhicules, dit Hale. Véhicule 1, moi-même, élément de commandement, 2 Marines. Véhicule 2, Chief Mercer, tireur principal. Ethan Crowley, observateur. Véhicule 3, Logan Pike, Nolan Briggs. Véhicule 4, Collins, médical. Tyler Nguyen, Corman. 5 et 6, ravitaillement Marines. Mercer croisa son regard à l'autre bout de la pièce et hocha légèrement la tête. Rien de plus qu'un signe de reconnaissance. Prévision météo. Ciel dégagé, température jusqu'à 40 degrés en milieu de journée. Départ du convoi à 8 heures. L'itinéraire passe par Redstone Pass. Terrain étroit, manœuvre limitée, contrôle radio toutes les 15 minutes. Des questions ? Logan Pike, mitrailleur à la carrure de frigo et aux opinions plus bruyantes que son arme, leva la main. Ouais ? Pourquoi on embarque 2 médics pour une mission de routine ? Ça fait un peu excessif, non ? Parce que la routine est le moment où l'on se relâche, répondit Hale sans détour. Et quand on se relâche, on meurt. Collins et Nguyen sont une assurance. Espérons ne jamais en avoir besoin. Pike haussa les épaules, peu convaincu. Mara connaissait son avis sur elle. Il l'avait rendu assez clair au fil de l'année écoulée. Les blagues aux messes, les gestes moqueurs quand elle passait. Le surnom qu'il croyait infirmière Collins, trop jolie pour le vrai boulot. Elle n'avait jamais répondu. Elle ne répondait jamais. Qu'il pense ce qu'il voulait, la sous-estimation était une forme d'armure. Rompez, conclut Hale. Vérification des véhicules dans 30 minutes. Départ à 8 heures précises. La salle se vida. Mara resta en arrière, vérifiant une dernière fois son matériel médical. Morphine, pansement hémostatique, garrot, scellé thoracique, kit 4, tout à sa place, tout accessible, tout prêt pour des blessés qu'elle espérait ne jamais voir. Collins. Mercer se tenait dans l'embrasure de la porte. Le couloir derrière lui était désert. Il entra et referma. « T'as un mauvais pressentiment ?» Mara leva les yeux. « Oui, Chief. Cette mission, quelque chose cloche. Il était plus âgé, plus aguerri. Encore en vie parce qu'il savait écouter les instincts qui murmurent quand la logique crie. Le renseignement dit que c'est clair. Mais le renseignement se trompe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il sortit un petit papier de sa poche, plié serré, et le glissa dans sa main. « Si l'impossible arrive, si tout part de travers, tu ouvres ça. C'est quoi ? Une assurance. » Il la fixa droit dans les yeux. « L'entraînement de ton père, tu t'en souviens ? Je m'en souviens, mais mon boulot, c'est de réparer les blessures, pas de les créer. Parfois, dit-il à voix basse, réparer une blessure commence par arrêter l'hémorragie à la source. Souviens-toi juste de ce que je t'ai dit. N'hésite pas. » Il sortit avant qu'elle puisse répondre. Seule dans la salle de briefing, Mara déplia le papier. L'écriture de Mercer était rapide, assurée. Casier 247, code 0714. Si tu en as besoin, prends-le. Mercer, 14 juillet, l'anniversaire de son père. Elle replia le billet, le glissa dans sa poche et tenta d'ignorer la certitude glacée qui s'installait dans sa poitrine.
Une sensation qui n'avait rien à voir avec les rapports de renseignement ou les évaluations de menaces. La sensation que le monde s'apprêtait à lui poser une question et qu'elle avait passé 10 ans à se préparer à ne jamais y répondre. 8 heures. La température flirtait déjà avec les 32 degrés. 6 Humvee alignés devant le parc motorisé, moteur en marche, gaz d'échappement ondulant dans la chaleur matinale. Mara monta dans le véhicule 4. À côté d'elle, Tyler Nguyen, 22 ans, premier déploiement, crispé, serrait son sac médical comme une bouée de sauvetage. « Premier convoi ?» demanda Mara. « Oui, Maham. Enfin, maître. Je veux dire, relax. C'est de la routine. Tout ira bien. » À travers le pare-brise, elle apercevait le véhicule 2. Ryan Mercer rangeait soigneusement son M107, long rifle, dans son étui rigide, des gestes précis, économes, aucun mouvement inutile, 28 ans de métier, combien de balles tirées, combien de vies sauvées ou effacées à travers cette lunette. La voix du commandeur Thomas Hale crépita dans la radio. Vérification des communications, tout véhicule. Un à un, les voyants passèrent au vert. Convoi, ici actuel. Nous sommes Oscar Mike. Maintenez les intervalles. Discipline radio. Essayons de rendre ça parfaitement ennuyeux. Les véhicules franchirent les grilles de la base et s'engagèrent au pied sur la route 78 cap au nord-est, droit vers le désert. Dans le rétroviseur, Point Loma se réduisit à une tache lointaine. Devant eux, le Great Basin s'ouvrait, lumière crue, étendue infinie de brins et de roches. Brutal, magnifique à sa manière. Mara laissa défiler le paysage et sentit la présence de son père comme un fantôme assis sur le siège passager. Elle se souvint de ses leçons. Lire le terrain, repérer les hauteurs, deviner les zones de mort, savoir exactement où placer un tireur pour stopper net un convoi. « Arrête », se dit-elle. « C'est un exercice, de la routine, il ne se passera rien. » Pourtant, sa main glissa vers sa poche. Elle sentit le papier plié. Casier 247, code 0714, une assurance. Ils roulèrent depuis 43 minutes lorsque la radio grésilla à nouveau. Actual, ici Overwatch. La voix du lieutenant Jordan Reeves, pilote d'hélicoptère chargé de la reconnaissance drone, semblait hésitante. « Je capte des signatures d'aubes thermiques étranges. Pas très nettes, ça peut être de la faune ou un dysfonctionnement matériel. » Reçu, Overwatch. Continuez l'observation. Roger. Je poursuis le balayage. Dans le véhicule 4, Tyler Nguyen remua sur son siège. Ça veut dire quoi, étrange ? Probablement rien, répondit Mara, mais sa main resta dans sa poche, serrant le billet. 5 minutes plus tard, la radio grésilla de nouveau. Cette fois, une tension sourde s'infiltrait dans la voix. Actual, le flux du drone se dégrade, interférence lourde, je perds le visuel. Le message fut avalé par la statique. Overwatch, répété. Rien. Overwatch, ici actual. Vous me recevez ? La radio ne renvoya qu'un souffle blanc, comme si le désert lui-même avait appris à parler sur des fréquences humaines. Dans le véhicule de tête, Hale saisit le micro. Tous les véhicules, ici actual, le drone est hors service. Procédez avec prudence. Maintenez le contact visuel avec le véhicule précédent. Accusez réception. Les réponses arrivèrent, une par une. Mais Mara perçut quelque chose de nouveau dans les voix. Le glissement subtil, l'instant précis où la routine bascule en vigilance. L'ennui venait de devenir dangereux. Elle rapprocha son sac médical, vérifia que le fusil monté dans le véhicule restait accessible. Même si elle s'était jurée de ne jamais y toucher. Même si son rôle était de soigner, pas de combattre. Même si le billet dans sa poche lui brûlait la cuisse. Le convoi continua. Le soleil monta encore. La température dépassa les 35 degrés. Le désert s'étendait tout autour, vide en apparence, paisible, trompeur. 8h47, Redstone Pass. Des parois étroites de chaque côté. Des falaises abruptes sous un ciel sans nuages. Un amplificateur de bruit. Un piège parfait. Ils étaient à 37 miles du départ, à une dizaine de miles de l'avant-poste Iron Mesa, quand le véhicule 2 explosa. Pas un impact direct. La roquette frappa le sol à moins d'1 mètre devant le Humvee. L'explosion le projeta sur le côté. Le métal hurla. Le véhicule roula une fois, 2 fois, puis s'immobilisa sur le flanc. Une fumée noire jaillit du moteur. Des éclats de verre partout.
L'étui du fusil fut éjecté. Il rebondit sur les rochers et s'immobilisa à près de 25 mètres plus haut, sur la crête. Mara observa la scène dans ce ralenti étrange que le combat impose parfois. Voir le véhicule basculer, voir le bras de Mercer pendre hors de la fenêtre brisée, voir le fusil de son père, heurter la pierre comme un ange déchu. Puis le temps reprit sa vitesse normale, et le monde devint chaos. Contact à l'avant, RPG, RPG. Des tirs éclatèrent de 3 directions, crête nord, canyon est, éperon sud, coordonnées, professionnel, pas un exercice, pas de la routine. La voix de Hale claqua dans la radio, maîtrisée mais tendue. Tous les éléments, ripostés. Mercer, on a besoin d'un appui sniper. Pas de réponse. Le véhicule 2 fumait. Silencieux. Et tout allait mal, de cette manière très particulière qui survient quand l'univers décide de mettre à l'épreuve chacune des promesses que vous avez faites. Mara ne réfléchit pas. Réfléchir viendrait plus tard. Réfléchir était un luxe réservé à ceux qui avaient rendu temps. Elle attrapa son sac médical, ouvrit la portière à coups de botte et se lança en courant vers le véhicule 2, à une vingtaine de mètres. Les balles frappaient le sol autour d'elle, soulevant la poussière, chantant contre le métal. Elle ne ralentit pas. Elle atteignit le Humvee retourné. Mercer était coincé dans l'habitacle, du sang coulait de son nez, yeux clos, immobile. Elle prit son pouls, présent, mais faible, vérifia sa respiration. Superficielle, mais là, commotion sévère, possible fracture du crâne, hémorragie interne, tout ce qu'il y avait de pire. Chief, vous m'entendez ? Ses paupières frémirent, s'ouvrirent. Son regard se fixa sur elle. Collins, murmura-t-il, le fusil. Elle leva les yeux vers la crête, l'étui du M107. 25 mètres de montée verticale, sous le feu. Je suis là, Chief, restez avec moi. Non. Sa main se referma sur son poignet avec une force inattendue. Le fusil, tu sais quoi faire. La voix de Hale surgit dans la radio, toute proche. Mercer, on a besoin d'un appui sniper, maintenant. Mara activa son micro. Actual, ici Collins. Chief Mercer est hors de combat. Plusieurs blessés. Je prodigue les soins. La phrase venait à peine de quitter ses lèvres que quelque chose, au fond d'elle, savait déjà. Le monde venait de lui poser la question qu'elle avait passé 10 ans à éviter. Négatif, Collins. Où est le fusil ? Mara releva les yeux vers la crête, vers l'étui, vers la distance impossible, le feu ennemi, et la voix de son père, quelque part dans sa mémoire. Soigne quand tu peux, combat quand tu le dois. Monsieur, dit-elle dans la radio, le M107 est sur la crête. Je ne peux pas. La voix de Thomas Hale la coupa net, plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. C'est un ordre, Collins. Vous restez avec les blessés. Souvenez-vous de Cross. Souvenez-vous de ce qui arrive quand les infirmiers jouent aux tireurs d'élite. Un cri déchira l'air. Nolan Briggs venait de tomber, la jambe ouverte par un éclat d'obus. Tyler Nguyen était figé, choqué, incapable de bouger. 4 blessés dans la première minute. Et d'autres allaient à suivre si personne n'arrêtait l'hémorragie à la source. Les yeux de Mercer trouvèrent ceux de Mara. « Vas-y, » murmura-t-il. « Ton père ne t'a pas appris tout ça pour que tu nous regardes mourir. » Mara le regarda. Puis, elle regarda le fusil. Puis la promesse qu'elle avait faite 10 ans plus tôt, debout devant la tombe de son père. Elle avait juré de soigner, pas de détruire, de sauver, pas de tuer, d'être tout ce que Daniel Collins avait été, sauf ce qui l'avait conduit à la mort. Mais il lui avait aussi appris autre chose, quelque chose qu'elle s'était acharnée à oublier pendant une décennie. Soigne quand tu peux, combat quand tu le dois, mais sache toujours lequel le moment exige. Elle prit sa décision dans l'espace entre 2 battements de cœur. « Nguyen !» cria-t-elle, pansement compressif sur la tête du chief. « Ne le laissez pas bouger. » « Vous avez compris ?» Nguyen hocha la tête. Sa main tremblait, mais elle bougeait. Mara se redressa. Regard vers la crête. Elle activa une dernière fois la radio. « Commandez Hale. Je demande l'autorisation de récupérer le fusil, de la statique. » Puis la voix de Hale, incrédulité et colère mêlées. « Refusé. C'est un ordre direct. Monsieur, sans appui sniper, on est mort dans 10 minutes. » J'ai dit non. Souvenez-vous de Cross. Je ne suis pas Cross, monsieur. Une nouvelle rafale balassa leur position. Logan Pike s'effondra à son tour, touché à la jambe. 3 Marines étaient cloués derrière le véhicule 5, incapables de bouger,
Le piège se refermait. « Collins, dit Hale. Sa voix s'était faite basse, dangereuse. Si vous désobéissez à cet ordre, alors je désobéis, monsieur. Elle laissa tomber la radio, n'attendit pas la réponse, et commença à grimper. 25 mètres de parois verticales, la roche brûlante, près de 50 degrés en surface, assez pour traverser des gants. Un tireur ennemi sur l'éperon sud suivait sa progression. 9 coups partirent dans les 30 premières secondes, à quelques centimètres près, manqués par la grâce des angles, de la vitesse et de ces dieux obscurs qui veillent parfois sur les fous. À mi-hauteur, une grenade explosa en contrebas. Mara se plaqua contre la roche. L'onde de choc la balaya. Des éclats tranchèrent sur son mollet gauche. 4 centimètres de douleur et de sang. Rien pour s'arrêter. Elle posa un pansement d'urgence d'une seule main, collé à la pierre brûlante. 60%, ses mains saignaient, ses jambes hurlaient, ses poumons brûlaient sous l'effort, la chaleur et la peur qui n'avaient qu'une seule direction possible, l'avant. 75%. L'étui du fusil était là, encore 5 mètres. Une mitrailleuse crachait depuis le canyon est. Des impacts à moins d'1 mètre sur sa droite, 3 pas. La rafale se rapprochait. Elle calcula le rythme, attendit la pause et plongea. Ses doigts se refermèrent sur l'étui. 25 mètres. Elle avait réussi. Elle était encore en vie. Elle ouvrit l'étui. Le M107. Long Rifle reposait là, exactement comme dans la photographie de son père en Afghanistan. Calibre 50. 30 livres d'acier. 8 cartouches engagées. Optique en place, prête. Ses mains agirent avant que son esprit ne suive. Une mémoire musculaire vieille de 10 ans, entretenue en secret, répétée dans l'ombre, attendant ce moment même si elle avait prié pour qu'il n'arrive jamais. La radio grésilla, la voix de Hale. Et elle avait changé. Plus de colère, plus d'incrédulité, quelque chose comme une résignation lucide. « Collins, pouvez-vous l'utiliser ?» Elle vérifia l'arme. Test de fonctionnement. Chargeur bien en place. Culasse fluide, optique solidement fixée. « Oui, monsieur. » Un silence. 5 secondes étirées à l'infini. « De combien de cartouches avez-vous besoin ?» Mara s'installa derrière le fusil, laissa sa respiration ralentir, laissa le monde se réduire à ce que son père lui avait appris. « Autant qu'il en faudra, monsieur. » Un nouveau silence. Puis la voix de Hale, lourde de commandements, de conséquences, et de tout ce qui viendrait après. « Vous avez mon autorisation, Petty Officer Collins. Faites feu. J'assumerai les conséquences. » En bas, depuis le véhicule 3, la voix d'Ethan Crowley, incrédule. « Monsieur, vous autorisez ?» « Je lui confie l'arme, » coupa Hale. « Elle l'a mérité. » Collins, faites en sorte que chaque tir compte. Mara plaqua sa joue contre la crosse, trouva l'alignement parfait. Son regard plongea vers la crête nord. 823 mètres. Un combattant ennemi rechargeait un RPG. Son rythme cardiaque était à 152. Trop élevé. Elle inspira 4 temps, retint 7, expira 8, 78, 72, 68. Dans l'espace entre 2 battements, elle entendit la voix de son père. « Tu as le don, ma fille. Mais je prie pour que tu n'aies jamais à t'en servir avec colère. » Elle pressa la détente. Le M107 rugit. Et Mara Collins devint ce qu'elle s'était juré de ne jamais être. Le monde, lui, ne l'oublierait jamais. Le premier tir manqua. 823 mètres. Vent latéral de 8 km/h, gauche vers droite, angle de tir, 14 degrés en montée. Elle avait tout calculé. Chaque variable que son père lui avait appris à lire, chaque correction. L'impact frappa à une trentaine de centimètres à gauche de la cible. La balle frappa à une trentaine de centimètres à gauche de la cible. Assez près pour faire sursauter le tireur au RPG. Assez loin pour qu'il soit toujours en vie, toujours en train de recharger, toujours une menace. Depuis le véhicule 3, la voix de Logan Pike grésilla dans la radio, chargée à parts égales d'incrédulité et de mépris. « Elle a raté !» Mara ne répondit pas. Pas le temps pour le doute, pas le temps pour se défendre. Il n'y avait que le coup suivant, la correction, l'ajustement infime qui sépare la compétence de l'excellence, la survie de la mort. Elle déplaça la lunette de 0,8000 vers la droite, expira lentement, laissa son rythme cardiaque chuter de quelques battements supplémentaires, trouva cet espace précis entre 2 pulsations, là où le monde devient immobile, parfaitement stable. Le tireur RPG leva son arme, visa le véhicule 6, la position du commandeur Hale,
Mara pressa la détente. Le M107 parla à nouveau. Et cette fois, la voix du fusil fut sans appel. À 823 mètres, la cible s'effondra. Le RPG partit de travers et explosa contre la paroi du canyon, à une douzaine de mètres de toute vie humaine. Éclats et poussière de roches. Du bruit sans conséquence, le tonnerre sans l'éclair. Pendant 3 secondes, la radio resta muette, puis elle explosa. Putain, c'est qui tire? Contact neutralisé, crête nord. Contact neutralisé. La voix d'Ethan Crowley, incrédule, presque étouffée. C'est Collins, bordel. Mara était déjà en mouvement, déjà à la recherche de la cible suivante dans la lunette. Canyon Hay, 615 mètres, un nid de mitrailleuse, 2 tireurs. Ils clouaient les Marines derrière le véhicule 5, les maintenant exposés, immobiles. Plus maintenant, la tête du mitrailleur dépassait légèrement de la barricade rocheuse. 45 cm de cible, un tir plus simple que le premier, presque pas de vent à cette distance, un léger angle descendant. Elle ne pensa pas à l'homme, ni à sa famille, ni à ses rêves. Son père lui avait appris cela aussi. Au moment du tir, la cible n'est plus humaine. Elle devient géométrie. Distance, vent, angle, l'espace entre ce qui est et ce qui doit être. L'humanité vient après, avec le poids, avec le prix à payer, mais à l'instant précis, on tire juste, ou on ne tire pas. Elle tira. La mitrailleuse se tut. Les Marines bougèrent aussitôt. Repositionnement, couverture trouvée, riposte efficace. Le piège commençait à s'ouvrir, le convoi respirait à nouveau, mais ce n'était pas fini. La radio de Mara crépita. « Collins !» La voix de Tyler Nguyen, aiguë, paniquée. « Le Chief Mercer a fait un arrêt. Plus de pouls, plus de pouls !» Le temps se figea. Mara était encore à 25 mètres au-dessus du sol. Le feu ennemi continuait depuis au moins 4 positions. Il restait 5 cartouches dans le chargeur du M107. Le convoi était toujours pris sous le feu. Toujours en train de perdre du terrain, seconde après seconde, si elle cessait de tirer. Mais Ryan Mercer, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait, celui qui avait gardé son secret, celui qui lui avait confié le billet qui l'avait mené jusqu'ici, son cœur s'était arrêté. La vie se jouait maintenant en secondes. Mara observa le champ de bataille à travers la lunette. Éperon, sud, 1240 mètres, un observateur radio en train de coordonner le feu ennemi. Une cible de haute valeur, un tir, peut-être 90 secondes pour le préparer. Corriger la distance extrême, lire le vent, faire mouche. Un tir et l'ennemi perdrait ses yeux. Sa coordination, son efficacité, ou bien elle pouvait descendre, pratiquer un massage cardiaque, redémarrer un cœur, sauver une vie au prix de toutes celles qui tomberaient si elle abandonnait le fusil. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Soigne quand tu peux, combat quand tu le dois, mais sache toujours lequel le moment exige. Elle prit sa décision en 4 secondes. Mara passa le M107 en bandoulière, 30 livres d'acier et de responsabilité sur son dos. Elle s'en moquait. Elle entama la descente en glissade contrôlée, utilisant la gravité, l'audace et chaque leçon que son père lui avait donnée sur le déplacement rapide sous le feu. 18 secondes. C'est le temps qu'il lui fallut pour parcourir les 25 mètres de paroi. 18 secondes de balles sifflant à ses oreilles, d'éclats de pierre explosant autour d'elle, de gravité prête à transformer la vitesse en chute mortelle. Elle toucha le sol en mouvement, courut vers le véhicule 2, 12 secondes. Mercer gisait à côté du Humvee, là où Nguyen l'avait tiré, le visage gris, les lèvres bleutées, la poitrine immobile. Nguyen était agenouillé à côté de lui, les mains suspendues, paralysé par l'ampleur de ce qu'il voyait. « Bouge !» Mara lâcha le fusil, lâcha son sac médical. Positionna ses mains au centre de la poitrine de Mercer. Elle commença les compressions. 30, assez fortes pour briser des côtes si nécessaires, parce que des côtes cassées valent toujours mieux que la mort. 2 insufflations, bouche à bouche, forçant l'air dans des poumons qui avaient oublié comment respirer seuls. 30 compressions de plus. Ethan Crowley surgit à côté d'elle, le bras gauche pendu, luxé, l'arme dans la main droite. « Il est parti, Collins. T'as fait tout ce que tu pouvais. »« Il n'est pas parti. » Mara grogna sans s'arrêter. 30 compressions. Pas aujourd'hui. Pas sous ma garde. 2 nouvelles insufflations. Autour d'eux, le combat continuait. Les balles frappaient. Les radios hurlaient.
Des hommes se battaient et mouraient, pendant qu'elle luttait pour en ramener un. À la 15e compression suivante, Mercer inspira brusquement. Sa poitrine se souleva. Ses yeux papillonnèrent. Un pouls faible, mais présent, battait dans son cou. La plus belle chose que Mara ait jamais vue. « Voilà, Chief, restez avec moi, restez avec moi. » Nguyen reprit ses esprits, s'approcha avec l'oxygène, le kit IV. Des mains qui se souvenaient enfin comment agir. « Je l'ai, dit-il. Je l'ai maintenant. »« Je m'en occupe, dit Nguyen. Je l'ai maintenant. » Mara se redressa. Ses mains tremblaient. L'adrénaline, l'effort, et ce contre-coup brutal qui suit toujours le moment où l'on arrache quelqu'un à l'endroit où vont les cœurs quand ils s'arrêtent. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « J'en suis sûr, vas-y. » Elle ramassa le M107. 85 secondes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté le fusil. 85 secondes pendant lesquelles l'ennemi s'était repositionné, avait adapté son tir, s'était souvenu qu'il tenait encore les hauteurs. La remontée lui prit 70 secondes. Moins longtemps que la première fois, la peur avait cédé la place à la certitude. Elle savait ce qu'elle était. Elle savait ce que l'instant exigeait. Plus d'hésitation. Arrivée en haut, elle se remit derrière le fusil et découvrit un champ de bataille méconnaissable. La crête nord était dégagée. Le canyon est silencieux. Mais l'éperon sud, 1240 mètres. L'observateur radio était toujours là, toujours en train de diriger le feu. Toujours le système nerveux d'une force ennemie qu'il fallait neutraliser. Mara contrôla sa respiration. Rythme cardiaque, 130, trop élevé. Pas le temps de le faire descendre davantage. Le convoi se déplaçait, tentait de rompre le contact. Et tant que cet homme parlait, coordonnait, il ne sortirait jamais de là. 1240 mètres. Le tir le plus long de sa vie. Plus long que tout ce qu'elle avait jamais tenté, même à l'entraînement. Le vent avait tourné. Désormais de droite à gauche, environ 11 km/h. La chaleur faisait vibrer l'air au-dessus des rochers, brouillant la silhouette de la cible. Son père ne lui avait jamais appris à faire ce tir. Personne ne l'avait fait. C'était au-delà de l'entraînement, là où l'instinct et le désespoir se rencontrent. Et parfois, si l'on est assez bon, assez chanceux, si l'univers estime qu'on a payé son dû, ils produisent quelque chose qui ressemble à du talent. Elle ajusta la lunette. Élévation. Dérive. Elle observa la cible à travers le verre. L'homme bougeait, arpentait la corniche, la radio collée à l'oreille, donnant des ordres à des hommes qu'elle ne voyait pas pour tuer des hommes qu'elle connaissait. Ses mains tremblaient, épuisement de l'ascension, du massage cardiaque, de tout. La voix de son père revint, claire. « Quand tu trembles, laisse la terre devenir tes os. » Elle posa le canon du M107 contre la roche, plaqua sa joue contre la crosse, assez fort pour sentir l'arme se fondre dans son squelette. Elle respira. Encore. Jusqu'à ce que les secousses diminuent, jusqu'à ce qu'elle devienne gérable, jusqu'à ce qu'elle retrouve l'espace entre deux battements. Elle pressa. Le M107 rugit. Le recul frappa son épaule. Familier désormais, presque rassurant. Là-bas, à travers le mirage de chaleur et la distance, elle observa. À 1240 mètres, la balle met du temps à arriver. 3 secondes de vol, 3 secondes pour se demander si les calculs étaient justes, si la lecture du vent était correcte, si Dieu avait un faible pour les désespérer. L'observateur s'effondra. Dans la lunette, elle vit la radio tomber, sa main portée à sa poitrine, son corps disparaître derrière les rochers. Elle ne put confirmer l'impact final, mais elle sut comme son père savait. Le tir était bon. Dans le véhicule de commandement de Hale, le trafic radio ennemi devint chaotique, puis hésitant, puis silencieux. Privé de leurs yeux, privé de leur coordination, l'ennemi rompit le contact, se dissout dans le désert comme le font toujours les insurgés quand le combat tourne contre eux. Le convoi avait de l'espace, du temps, une chance. Mara continua de balayer le terrain à la lunette, aucune cible. Le champ de bataille se vidait comme un verre brisé, des combattants choisissant la survie plutôt que l'orgueil. Il lui restait 5 cartouches. Elle ne tira pas. Son père lui avait appris cela aussi. Chaque balle que tu ne tires pas est une balle que tu n'auras jamais à justifier. La radio crépita. « Collins, situation ?» La voix de Hale. « Calme, maintenant. Le calme qui suit la tempête, quand les tirs cessent et que commence le décompte. »
5 cartouches restantes, monsieur. Aucune cible visible. Je pense qu'ils ont rompu le contact. Bilan des pertes ? Chief Mercer est stable. Plusieurs blessés, tous pris en charge. Un tué confirmé. Une pause. Le conducteur du véhicule 2, un marine, 22 ans. Mara connaissait son nom ce matin-là. À présent, ce n'était plus qu'un poids de plus à porter. Pouvez-vous redescendre ? Oui, monsieur. Alors faites-le. On se déplace dans 5 minutes, et Collins, elle attendit. Nous parlerons une fois hors de danger, ni éloge, ni reproche, juste la remarque que quelque chose s'était produit, que quelque chose avait changé, et qu'il y aurait des conséquences, d'une manière ou d'une autre. Mara sécurisa le M107, le passa en bandoulière et entama la descente. 3 minutes. Plus lente cette fois. Prudente. L'adrénaline se dissipait, laissant place au tremblement, à l'épuisement et à la conscience aiguë de ce qu'elle avait fait. 7 coups tirés, 6 impacts, un raté sans importance, corrigé aussitôt, 11 ennemis neutralisés ou cloués, 17 alliés encore en vie, et une promesse brisée si complètement qu'elle ne pourrait plus jamais faire semblant qu'elle existait encore. En bas, Ethan Crowley l'attendait. Son épaule avait été remise en place, le bras maintenu par une écharpe improvisée. Il regarda le fusil, puis elle. Quelque chose avait changé dans son expression. Le scepticisme avait disparu, remplacé par quelque chose de plus difficile à nommer. « Sacré tir », dit-il. Mara passa devant lui, en direction du véhicule 4, vers son sac médical, vers le travail qu'elle avait juré de faire, vers les vies qu'elle avait promis de soigner en priorité. « Je faisais juste mon travail », répondit Mara. « Ce n'était pas dans ta fiche de poste. » Elle s'arrêta, se tourna vers lui, croisa son regard. « Aujourd'hui, si. » Le convoi se réorganisa. Les blessés furent répartis entre les véhicules. Le marine décédé, le soldat de première classe Jacob Turner, ça lui revint enfin, 22 ans, originaire de Sacramento, voulait devenir professeur après son engagement. Il fut enveloppé dans un poncho et arrimé à l'arrière du véhicule 6. Les blessés furent stabilisés. Ryan Mercer, conscient, livide, mais en vie. Ils reprirent la route vers l'avant-poste Iron Mesa, plus lentement désormais, armes prêtes, regards en alerte. Dans le rétroviseur, le site de l'embuscade s'éloignait. La fumée montait encore du véhicule 2. Des douilles de laiton parsemaient la roche, du sang dans le sable. L'épreuve du jour. Rien n'avait été routinier. 20 minutes plus tard, ils sortirent du canyon. 21 minutes encore, et Iron Mesa apparut. Bâtiment préfabriqué, barrière ESCO, et ce sentiment de sécurité qui n'existe qu'en comparaison de ce qu'on vient de survivre. Le convoi franchit le portail. Les moteurs s'éteignirent un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vent et le cliquetis métallique des moteurs qui refroidissent. Mara resta assise dans le véhicule 4. Elle regardait ses mains. Elle ne tremblait plus. Elle ne faisait rien. Elle reposait simplement sur ses genoux, vides, en attente d'ordre qui dirait ce qui viendrait ensuite. Tyler Nguyen posa une main sur son épaule. « Ça va ? » ?»« Oui. »« Ce que tu as fait, c'était incroyable. Je n'ai jamais vu... »« Tyler, j'ai besoin que tu n'en parles pas. Pas maintenant. »« D'accord. » Il hocha la tête. Ne comprenait pas vraiment, mais respecta la demande. La laissa seule dans le Humvee, avec le M107, posé en travers de la banquette et le poids de 7 tirs qui s'installaient dans ses os, comme le recul laisse des bleus. À l'extérieur, le commandeur Hale mettait de l'ordre dans le chaos. Évacuation médicale pour les urgents, rapport de perte pour le mort, inventaire des armes, toutes ces procédures qui transforment le combat en paperasse, la violence en statistique. Mara savait qu'elle devait aider, s'occuper des blessés légers, prendre des constantes, faire le travail pour lequel elle s'était entraînée. Mais elle n'arrivait pas à bouger. Elle ne pouvait pas encore affronter les regards. La transition, d'infirmière à autre chose. Quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. La portière s'ouvrit, Hale monta, referma derrière lui, s'assit sur la banquette opposée. Il ne dit rien pendant 30 secondes, puis « Sacrée journée, Collins. »« Oui, monsieur. »« Vous avez désobéi à un ordre direct. »« Oui, monsieur. »« Et vous avez sauvé tout ce convoi d'une destruction totale. » Mara leva les yeux, croisa son regard, et y vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas de colère, pas même de déception, de l'épuisement, celui qu'on porte quand on prend des décisions impossibles
et qu'on vit ensuite avec leurs conséquences. Je suis désolé d'avoir désobéi, monsieur, mais je ne regrette pas d'avoir tiré. Hale hocha lentement la tête. Il y aura un débriefing, une enquête. On réglera ça ici, à Iron Mesa. Il se leva. Ce soir, après la sécurisation de la base, rejoignez-moi à l'armurerie. J'ai quelque chose à vous remettre. Il sortit avant qu'elle puisse poser une question. L'après-midi se dissout dans les procédures. Bilans médicaux, déclarations, rapports de perte. Le corps de Jacob Turner fut préparé pour son retour. Mara soigna, vérifia, changea des pansements. Elle fit son travail, mais l'équipe la regardait autrement. Logan Pike vint à sa rencontre. « Je me suis trompé, dit-il, sur toi, sur ce que tu pouvais faire. Désolé. » « Tu n'avais pas tort de douter. Tu avais tort de ne pas me laisser te le prouver. » Il lui tendit la main. « Si je tombe à nouveau, je veux que tu sois là. Pour les 2 raisons. » Elle la serra et sentit la frontière se déplacer. Ethan Crowley la trouva peu après. « Ton père serait fier, dit-il simplement. Aujourd'hui, j'ai brisé une promesse. Aujourd'hui, tu as tenu la seule qui comptait. » À 19h, Hale la retrouva. « Armurerie, maintenant. » Ils marchèrent en silence. La base était calme, le calme d'après la violence. L'armurerie était vide. Hale ouvrit la cage, saisit le M107, le tint à 2 mains, formellement. « Ce fusil ne m'appartient plus, Collins. Il appartient à celui ou celle qui a la sagesse de savoir quand soigner exige la force. » Il le plaça dans ses mains. Le poids s'y installa. Familier, terrible, juste. « Vous êtes reclassé, infirmière de combat / tireuse désignée. Première personne de l'histoire des forces spéciales navales à porter les 2 fonctions. » Puis, il déposa autre chose dans sa paume, une pièce de défi. Un chêne gravé sur une face, sur l'autre, soigne d'abord. Combat en dernier. Sache faire la différence. La pièce de votre père, dit Hale. Mercer l'a gardée pour vous. Daniel la lui a donnée avant son dernier déploiement. Mara retourna la pièce entre ses doigts, en sentit le poids. L'héritage. Et si j'échoue ? Demanda-t-elle. Alors vous échouerez avec un fusil qui a sauvé 17 hommes aujourd'hui. C'est tout ce que nous pouvons faire, Collins. Essayer et vivre avec ce qui en découle. Il la laissa seule dans l'armurerie, avec le fusil, la pièce, et le soleil couchant qui saignait à travers la fenêtre, peignant tout en rouge. Demain viendraient les enquêtes, les questions, les conséquences. Ce soir, il n'y avait que le souvenir de 7 tirs, et la certitude qu'elle était devenue quelque chose qu'elle avait passé 10 ans à jurer de ne jamais être. Une guerrière, une gardienne, la fille de son père. Le vent du désert soufflait, et quelque part entre le souvenir et l'instant présent, Mara Collins s'enfonça dans la nuit, portant un poids qui ne serait jamais léger, mais qui, peut-être un jour, deviendrait juste. Les 2 jours suivants passèrent comme un rêve fiévreux. Mara traversa les heures dans un brouillard de procédures et de protocoles, contrôles médicaux, déposition de témoins, débriefing de convois, la mécanique implacable de la bureaucratie militaire, réduisant le chaos du combat à des rapports bien rangés et à des formulaires numérotés. Elle dormait par tranches de 4 heures, mangeait quand on le lui ordonnait, répondait aux questions avec la même précision mesurée. « Oui, monsieur. »« Non, monsieur. »« Je comprends, monsieur. » Mais la nuit, seule dans son logement temporaire, elle ouvrait la boîte en bois, regardait la photographie de son père, le carnet de balistique, les plaques d'identité avec leur inscription gravée sur mesure. Le poids était là, il s'installait, il trouvait sa place parmi toutes les autres choses qu'elle portait. Ryan Mercer avait été évacué vers San Diego, stable, en convalescence. Il avait laissé un message à Tyler Nguyen. « Dis à Collins que je savais qu'elle était prête. Dis-lui que je suis fier. » Logan Pike passa 2 fois par l'infirmerie. Ne dit pas grand-chose, se contenta d'un signe de tête, une reconnaissance silencieuse qui valait plus que des mots. Ethan Crowley lui apporta un café une fois. « L'enquête commence demain, » dit-il. « Ils font venir les hauts gradés, l'inspection générale, tout le cirque. » « Je m'en doute. »« Tu es inquiète ? » ?»« Je devrais l'être ? Ça dépend s'ils tiennent plus au règlement ou au résultat. » Il but une gorgée de café. « Pour ce que ça vaut, tout le convoi est vivant parce que tu as enfreint les règles. Ça devrait compter. Ça devrait. » Mais Mara connaissait assez bien l'armée pour savoir que devrait et sera vivant dans des pays différents, sans aucun pont entre eux. L'enquête dura 48 heures.
Inspection générale de la Navy, 2 capitaines du commandement des forces pays spéciales, un lieutenant-commandant du service juridique, assez jeune pour qu'on lui demande encore une pièce d'identité à l'entrée des bars, qui parlait avec cette précision chirurgicale propre aux juristes et à ceux qui ont peur de se tromper. Ils s'installèrent dans une réserve reconvertie de Iron Mesa. Un bureau métallique, des chaises pliantes, du matériel d'enregistrement qui capturait chaque mot et rendait l'air plus dense, plus difficile à respirer. Thomas Hale passa en premier. 14 années de service réduites à des questions sur une seule décision, prise en une fraction de seconde, un seul jour. Pourquoi avez-vous autorisé le Petty Officer Collins à utiliser le M107 ? La réponse de Hale dura 3 minutes. Une analyse tactique précise, position ennemie, blessé en augmentation, aucun appui sniper alternatif, le convoi à 12 minutes de l'anéantissement total, une équation simple, 17 vies contre un règlement. Saviez-vous que le Petty Officer Collins ne possédait aucune qualification officielle de tireur d'élite ? Je savais qu'elle était la fille du sergent-chef Daniel Collins, unité spéciale de l'armée. Je savais que le Chief Mercer avait observé son entraînement. Je savais qu'elle était la seule personne capable d'atteindre ce fusil et de l'utiliser efficacement. Ce n'est pas une qualification, commandeur, c'est un pari. Hale se pencha en avant. Non, monsieur, un pari, c'est espérer que l'ennemi se lasse et s'en aille. Ce que j'ai fait, c'est prendre une décision tactique basée sur les moyens disponibles et la menace immédiate. Collins était un moyen. Je l'ai employé. Les questions continuèrent. Elles tournèrent, revinrent sous d'autres angles, cherchant le doute, l'erreur, le moindre indice de panique plutôt que de commandement. Ils ne trouvèrent rien, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Hale avait pris la décision. Il l'assumait entièrement, sans excuse, sans regret. Quand ils eurent épuisé chaque détail, le capitaine le plus ancien referma son dossier. « Commandeur, vous comprenez qu'en autorisant une infirmière non qualifiée à employer une arme lourde, vous avez enfreint les protocoles en vigueur concernant l'usage des armes et les limitations du personnel médical. Je le comprends, monsieur. Vous comprenez également que le résultat, aussi favorable soit-il, ne justifie pas nécessairement la décision. Je le comprends aussi, monsieur. Alors expliquez-moi pourquoi vous ne semblez pas préoccupé par les conséquences possibles sur votre carrière. » Hale soutint son regard. « Parce que 17 hommes sont rentrés chez eux. Parce que le soldat de première classe Jacob Turner est le seul sac mortuaire que nous ayons rempli. Et parce qu'en 30 ans de décisions difficiles, c'est la première que je reprendrai exactement de la même manière. » La pièce se figea. Ce silence particulier qui précède le jugement ou la compréhension, parfois les deux. Finalement, le capitaine hocha la tête. « Restez disponible, commandeur. Nous reprendrons demain, après l'audition du Petty Officer Collins. » On l'appela ensuite. Mara entra dans la pièce improvisée en uniforme de service, chaussures impeccables, cheveux tirés selon le règlement. Elle avait dormi 4 heures en 2 jours. Sa blessure au mollet pulsait là où les éclats avaient ouvert la chair. L'échymose sur son épaule, souvenir du recul du M107, était devenue violette et jaune, une carte de conséquence s'étalant sur sa peau. Elle s'assit, donne à son nom, son grade, son numéro de matricule. Attendit qu'il dispose les documents, active les enregistreurs et se prépara à disséquer le jour où sa vie s'était scindée en un avant et un après. « Petty Officer Collins, depuis quand êtes-vous qualifiée comme tireuse ?»« Depuis la formation initiale, monsieur. Qualification tireur expert. Il s'agit d'une qualification fusil standard. Pas tireur d'élite. Pas arme lourde. Êtes-vous en train de revendiquer une expertise que vous ne possédez pas ? Non, monsieur, je revendique une compétence que mon père m'a transmise et que j'ai entretenue par une pratique non officielle. » L'officier du JAG se pencha en avant. Pratique non officielle signifie temps de tir non autorisé, ce qui signifie violation des protocoles de la base pour vous entraîner sur des armes hors de votre spécialité militaire. Oui, monsieur. Et vous n'éprouvez aucun remords pour ces violations ? Mara prit le temps de réfléchir. Aux nuits passées au stand, aux autorisations falsifiées, aux munitions obtenues grâce à des interprétations créatives des règles d'inventaire,
à toutes ces petites trahisons du règlement qui avaient mené à 7 tirs et à 17 vies sauvées. J'éprouve du remords d'avoir dû enfreindre les protocoles, répondit-elle avec soin, mais je ne regrette pas d'avoir été prête quand le moment est venu. Ils la firent revenir sur l'embuscade, pas à pas, tir par tir. Pourquoi elle avait gravi la crête contre les ordres? Pourquoi elle avait quitté le fusil pour pratiquer une réanimation? Pourquoi elle était remontée? Pourquoi elle avait engagé des cibles à très longue distance sans observateur ni autorisation formelle? À un moment quelconque, avez-vous envisagé que vous n'étiez pas qualifié pour ce que vous tentiez de faire? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que mon père m'a appris à tirer avant que l'armée m'apprenne à obéir au règlement. Et dans cet instant précis, tirer comptait plus. L'officier du JAG fronça les sourcils. C'est une philosophie dangereuse, petit officer. Oui, monsieur. Mais mourir parce que quelqu'un qui pouvait aider a choisi de ne pas le faire, l'est tout autant. Le silence tomba. Les enregistreurs bourdonnaient doucement. À l'extérieur, le vent du désert faisait vibrer les fenêtres, projetait le sable contre le métal. Un bruit de statique, d'interférence, comme si le monde lui-même tentait de perturber le jugement. Le capitaine le plus ancien prit la parole. « Parlez-nous de votre père. » Mara ne s'attendait pas à cette question. Elle n'avait rien préparé, mais le souvenir vint sans effort. Net, authentique. Sergent-chef Daniel Collins, unité spéciale de l'armée, 4 déploiements, Afghanistan, tué au combat en juillet 2014, province du Helmand. Sa voix resta neutre, professionnelle. Les émotions soigneusement rangées là où les enquêteurs ne pouvaient pas s'en servir comme pièce à conviction. Il m'a appris à tirer quand j'avais 10 ans. Il m'a appris que les armes ne sont pas une affaire de violence. Elles servent à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et vous estimez que cela justifie le fait de prendre une arme que l'on vous avait explicitement interdit de toucher? J'estime que quand 17 personnes sont en train de mourir et que vous êtes la seule à pouvoir arrêter ça, la justification devient un luxe que vous n'avez pas le temps de vous offrir. D'autres questions suivirent. Des heures. Ils cherchèrent l'hésitation, le doute, la moindre fissure dans sa certitude qui pourrait indiquer qu'elle avait fait le mauvais choix, ou qu'elle en ferait un autre si c'était à refaire. Ils ne trouvèrent rien, parce qu'il n'y avait rien à trouver. À 16 heures, ils la laissèrent partir. Lui demandèrent de rester disponible en attendant leur conclusion. Mara sortit dans la lumière de l'après-midi, trop vive, trop normale, trop indifférente à la question de savoir si ce qu'elle avait fait relevait de l'héroïsme ou de l'erreur fatale pour sa carrière. Ryan Mercer l'attendait à l'extérieur. Il avait meilleure mine, des couleurs revenues sur le visage, cette façon d'être vivant qui n'a de sens que pour ceux qui ont frôlé l'autre côté. « Alors ?» demanda-t-il. « Comment ça s'est passé ?» Ils hésitent entre une cour martiale et une décoration. Avec les gradés, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Il se mit à marcher à ses côtés. « Pour ce que ça vaut, j'ai dit la vérité. Que tu m'as sauvé la vie 2 fois. Une fois avec le massage cardiaque, une autre en remontant à ce fusil quand tous tes instincts devaient te hurler de rester avec les blessés. Et ils ont dit quoi? Que l'instinct n'est pas une qualification. Et toi? J'ai dit qu'une qualification, c'est juste de l'instinct qu'on a pratiqué assez longtemps pour que quelqu'un d'officiel signe au bas du papier. » Il sourit. Ils n'ont pas beaucoup aimé cette réponse. Ils marchèrent en silence un moment. La base était calme. La plupart du convoi avait déjà été évacué vers Point Loma. Il ne restait que Mara, Hale et une équipe réduite pour l'enquête. « Chief, dit-elle enfin, le billet que vous m'avez donné, le casier 247, comment saviez-vous que j'en aurais besoin ?» Mercer s'arrêta, la regarda avec des yeux marqués par 30 ans de combat et qui, malgré tout, conservaient une douceur intacte. « Ton père m'a confié quelque chose avant son dernier déploiement. Une enveloppe scellée. Il m'a dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit et que sa fille se retrouvait un jour dans les équipes, je devais lui donner le code du casier, quand elle serait prête. Et comment saviez-vous que j'étais prête? Parce que tu l'étais depuis des années, Collins. Il te manquait juste la permission de te l'avouer. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite clé, attachée à une chaînette. La clé du casier. La vraie. Pas le verrou à code. Ton père a laissé autre chose à l'intérieur. Quelque chose qu'il voulait que tu aies quand le moment serait venu.
Mara prit la clé. Le métal était encore tiède de la poche de Mercer. « C'est quoi ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais quoi que tu y trouves, souviens-toi que ton père te connaissait mieux que tu ne le pensais. Fais-lui confiance. » Le lendemain matin, avant l'aube, avant que les enquêteurs ne se réunissent de nouveau, Mara se rendit à l'armurerie. Le casier 247 était banal, métal gris, serrure à combinaison avec clé de secours. Elle l'avait déjà ouvert une fois avec le code que Mercer lui avait donné. Elle y avait trouvé le M107 et le mot de son père disant que le fusil serait à elle quand elle serait prête. Cette fois, elle inséra la clé. Mais elle n'avait pas regardé plus loin. Elle n'avait pas cherché autre chose que ce qu'elle s'attendait à trouver. Cette fois, elle utilisa la clé. Le verrou cliqueta doucement. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, derrière l'emplacement où le M107 avait reposé, se trouvait une enveloppe scellée. Le papier était jauni par le temps. Son nom y était inscrit, de l'écriture si reconnaissable de son père. En dessous, une date. Juin 2014, un mois avant sa mort. Les mains de Mara tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, 3 pages. Une lettre, écrite avec l'écriture lente et appliquée, que son père utilisait quand il voulait être sûr que chaque mot atteigne sa cible. Elle lut « Mara, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et si tu lis ceci, c'est que tu as porté un fusil au combat. Je sais que tu as promis à ta mère que tu ne le ferais pas. Je sais que tu t'es promis d'être différente de moi. Mais je te connais. Quand les gens que tu aimes sont en train de mourir, les promesses deviennent flexibles. Le fusil que je porte en ce moment à Kandahar a sauvé 40 hommes ces 2 derniers mois. Pas parce que j'ai tué 40 ennemis, mais parce que l'ennemi sait que je suis là. Ils hésitent. Et dans cette hésitation, mes frères vivent. C'est ça que tu dois comprendre, ma fille. Un fusil, dans de bonnes mains, ne prend pas la vie. Il la protège. Il crée l'espace nécessaire pour guérir. Il fait réfléchir les loups avant d'attaquer les brebis. Tu as le don, probablement meilleur que le mien. Tes mains sont plus stables, ton cœur est plus clair, ton jugement est solide. N'aie pas peur du fusil. Aie peur de ne pas l'utiliser quand quelqu'un a besoin de toi. Je t'ai vu grandir, tirailler entre soigner et combattre. Entre ce que je suis et ce que ta mère voudrait que tu sois. Entre la promesse que tu as faite et la capacité avec laquelle tu es né. Voici la vérité que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Tu n'as pas à choisir. Les meilleurs guerriers sont des soigneurs. Les meilleurs soigneurs savent quand guérir exige la force. Tes mains peuvent tenir une aiguille et une détente. Ton esprit peut calculer des dosages et des dérives de vent. Ton cœur peut choisir la miséricorde et rendre justice quand il le faut. Ce n'est pas une contradiction, c'est un accomplissement. J'écris cette lettre 1 mois avant mon prochain déploiement. Peut-être que je rentrerai et que tu ne la liras jamais. Peut-être que je te la donnerai quand tu auras 30 ans et qu'on rira de toutes ces inquiétudes inutiles. Mais si je ne reviens pas, si tu lis ceci parce que je n'ai pas tenu ma promesse de rentrer à la maison, alors sache une chose, je suis fier de toi. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Que tu portes un fusil, un stéthoscope, ou les deux, soigne quand tu peux, combat quand tu le dois, mais sache toujours lequel le moment exige. C'est ça, la sagesse. C'est ce qui sépare les guerriers des tueurs, les soigneurs des simples témoins. Tu reconnaîtras le moment quand il arrivera. Tu le sentiras dans tes os, comme on sent le vent sur sa peau. Et quand ce moment viendra, n'hésite pas. Ne doute pas. Ne laisse pas de vieilles promesses t'empêcher de répondre à de nouvelles nécessités. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton entraînement. Fais confiance au fait que je t'ai élevé pour prendre des décisions difficiles et vivre avec. Le poids viendra. Le doute aussi. Les nuits tardives à te demander si tu as fait ce qu'il fallait. C'est normal. C'est humain. C'est le prix à payer quand on se soucie des conséquences de ses actes. Voilà ce que tu fais de ce poids. Tu le portes. Tu ne le fuis pas. Tu ne l'enterres pas. Tu ne fais pas semblant qu'il n'existe pas. Tu le portes comme la preuve que tu es encore humaine, que tu ressens encore la gravité de ce que tu as fait. Et quand tu l'auras porté assez longtemps pour en comprendre le sens, tu l'enseigneras à quelqu'un d'autre. Tu transmettras cette sagesse. Tu t'assureras que la prochaine personne confrontée à ce moment ne l'affrontera pas seule. Ça, c'est l'héritage, ma grande. Pas les tirs que tu réussis. Pas même les vies que tu sauves.
mais la sagesse que tu laisses à la personne suivante assez courageuse pour prendre le poids. Je t'aime, ta mère t'aime. Quel que soit ton choix, quel que soit le chemin que tu empruntes, tu auras notre amour. Mais tu auras aussi mon fusil. J'ai fait en sorte qu'il t'attende à ton premier poste. Casier 247, code, ta date de naissance à l'envers. Quand tu seras prête, il sera à toi. Et tu sauras que tu l'es, parce que le moment l'exigera. Reste en sécurité, reste forte, reste humaine. Papa PS. Il y a un second objet dans cette enveloppe. Ouvre-le seulement après avoir utilisé le fusil au combat, seulement après avoir compris ce que ce poids représente. Alors tu sauras pourquoi je l'ai laissé. La vue de Mara se brouilla, les larmes vinrent sans permission, sans retenue, 10 ans à fuir le chemin de son père, 10 ans à croire qu'elle devait choisir entre son héritage et sa propre identité. Et lui, il avait su depuis le début. Il avait toujours su qu'elle finirait exactement ici. Elle essuya ses yeux, replongea la main dans l'enveloppe et trouva le second objet, une photographie. Son père à Kandahar, en 2011, mais pas celle qu'elle connaissait. Celle-ci était différente. Il était agenouillé à côté d'un soldat blessé. Le M107 appuyé contre un mur tout proche. Ses 2 mains occupées à arrêter l'hémorragie d'une jambe. La trousse médicale ouverte à côté de lui. Son visage tendu par la concentration. Au dos de la photo, l'écriture de son père. Mission 47, soldat de première classe Morrison sauvé. Utiliser le fusil pour créer un espace sûr pour le soin. 2 rôles, une seule journée. Mara referma les doigts sur la photo. Elle comprenait, maintenant, pas le poids, pas encore, mais le sens. Les 2 rôles comptent. En dessous, parfois être une guerrière signifie savoir quand poser le fusil. Parfois être une soignante signifie savoir quand le reprendre. Tu sauras faire la différence. Je te fais confiance. Mara resta longtemps à fixer la photographie. Son père, exactement tel qu'il avait essayé de lui apprendre à être. Ni guerrier ou soignant. Les 2 à la fois, intégrés, entiers. Elle replia soigneusement la lettre, la glissa dans sa poche avec la photo, referma le casier. Debout, seule dans l'armurerie vide, elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas la rupture d'une promesse, son accomplissement. Elle avait promis d'honorer son père, non pas en devenant son reflet, mais en devenant pleinement elle-même, soignante et guerrière, aiguille et détente. Les 2 mains tournées vers un même but, maintenir les autres en vie. À 9h, les enquêteurs se réunirent de nouveau. Thomas Hale et Mara étaient assis face à eux. Les enregistreurs bourdonnaient, les dossiers bruissaient. Le capitaine le plus ancien s'éclaircit la gorge. Nous avons examiné l'ensemble des témoignages, étudié les preuves, consulté les protocoles et les précédents. Il marqua une pause. Il s'agit d'un cas inhabituel. Le Petty Officer Collins a enfreint des ordres permanents. Le commandeur Hale a autorisé des actions hors des procédures normales d'emploi des armes. Selon une lecture stricte des règlements, vous devriez tous 2 faire l'objet de sanctions disciplinaires. Mara sentit Hale se raidir à côté d'elle. Ils ne dirent rien, attendirent. Cependant, poursuivit le capitaine, les règlements existent pour protéger des vies et accomplir des missions. Dans ce cas précis, la violation du protocole a directement permis l'un et l'autre. 17 personnels ont survécu à une embuscade qui aurait entraîné la destruction totale du convoi. L'objectif de mission a été atteint. Aucun tir fratricide, aucun dommage collatéral. Succès tactique obtenu par des moyens non conventionnels. Il referma son dossier et leva les yeux vers eux. Commandé Hale, vous avez pris une décision tactique dans des circonstances extrêmes. Bien que nous ne recommandions pas cette approche comme procédure standard, nous ne retenons aucun motif disciplinaire à votre encontre. Votre évaluation des moyens disponibles et de la menace immédiate était fondée. Hale hocha une fois la tête. Professionnel. Impassible. Petty Officer Collins. Le regard du capitaine se posa sur elle. Votre situation est plus complexe. Vous avez délibérément entretenu des compétences hors de votre spécialité officielle. Vous avez enfreint les protocoles de tir. Vous avez désobéi à un ordre direct, brièvement, avant que cet ordre ne soit levé. La poitrine de Mara se serra. Voilà. Le prix. Toutefois, votre dossier médical est exemplaire. 53 visophiles sauvés par intervention directe. Votre maîtrise du tir, bien qu'acquise de manière non orthodoxe, s'est révélée efficace et nécessaire.
Votre décision, sous le feu, d'abandonner le fusil pour pratiquer une réanimation sur le Chief Mercer avant de reprendre un rôle de tireuse démontre exactement le type de hiérarchisation que nous attendons du personnel médical en zone de combat. Il ouvrit un autre dossier, au papier à en-tête officielle. Avec effet immédiat, vous êtes requalifié en tant que reconnaissance amphibie spéciale, infirmière de combat, avec code de spécialité additionnel, de tireuse désignée. Mara eut l'impression que l'air quittait la pièce. Il s'agit de la première double désignation de ce type dans l'histoire des forces spéciales navales. Votre mission principale demeure médicale. Votre mission secondaire, appui de précision, ne devra être engagée que lorsque la situation tactique l'exige. Il n'enterrait pas sa carrière, il l'élargissait. Le fusil M107, numéro de série P O-1847, vous est officiellement attribué. Vous suivrez la qualification formelle de tireur d'élite dans les 6 mois. Vous développerez des protocoles d'entraînement pour des opérations médicales tactiques intégrées. Vous deviendrez, en substance, le modèle d'un programme qui n'existe pas encore, mais dont la nécessité est désormais évidente. Le capitaine se leva. Tous les autres firent de même. Vous avez sauvé 17 vies, Petty Officer. Maintenant, sauvez-en davantage en apprenant aux autres à faire ce que vous avez fait. Rompez. À l'extérieur, sous le soleil, Hale se tourna vers elle. Alors, Collins, ça fait quoi ? Comme si j'avais été promu et passé en cours martial en même temps. Il éclata de rire, un vrai rire. La première fois qu'elle l'entendait, bienvenue qu'au commandement. Chaque décision donne cette impression. Et maintenant, vous rentrez à Coronado. Vous terminez votre qualification formelle, vous développez le programme d'entraînement et vous apprenez à enseigner quelque chose qui, chez vous, relève de l'instinct et de la nécessité. Il lui tendit la main. « Bon travail, Petty Officer, votre père serait fier. » Elle la serra, sentit le poids de tout ce qui s'était passé se mettre en place, pas léger, jamais léger, mais supportable. « Merci, monsieur, d'avoir donné l'ordre, d'avoir pris le risque. Vous l'aviez mérité bien avant que je ne l'autorise, j'ai simplement cessé de faire semblant du contraire. » 7 semaines plus tard, de retour à Coronado, Mara se tenait devant une salle de classe. 16 élèves, 11 hommes, 5 femmes, un mélange de SEALs, d'infirmiers de combat et d'opérateurs des forces spéciales. Tous avaient entendu parler de Iron Mesa, tous voulaient comprendre comment une seule personne, avec un fusil et une formation médicale, avait changé l'issue d'un engagement entier. Elle inspira. « Ce cours s'appelle « Médecine de combat intégrée », commença-t-elle. « Il a essayé de te laisser le choix, » continua sa mère, « de te donner la liberté de ne jamais avoir à devenir ça, tout en te préparant au cas où le monde déciderait autrement. »« Je sais, » murmura Mara. « Je crois que je commence seulement à comprendre ce qu'il voulait dire. » Un silence, pas vide, plein de choses qu'aucune des deux ne savait encore comment formuler. « Tu es en sécurité ?» demanda finalement sa mère. « Oui, je le suis. »« Et tu vas continuer ?» Mara regarda la lettre posée sur la table. La photo, le sac médical contre le mur, le fusil rangé, silencieux. « Oui, mais je continue comme il m'a appris. Je soigne d'abord. Je combats seulement quand je dois. Et je fais tout pour que personne d'autre n'ait à porter ça à ma place. » Sa mère inspira profondément. « Alors, dit-elle lentement, alors je vais apprendre à vivre avec cette peur, comme j'ai appris à vivre avec l'absence de ton père. » Une pause, puis plus doucement. « Je suis fier de toi, Mara, terrifiée, mais fière. » Les larmes coulèrent librement, enfin. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, rentre quand tu peux. » Quand l'appel se termina, Mara resta assise longtemps dans le silence. Pas vide, lui non plus. Le lendemain et les semaines qui suivirent, le programme prit forme. Des tableaux remplis de schémas, des stands de tir et des salles de simulation médicale. Des exercices où les élèves devaient décider, pas vite, mais juste, quand poser le fusil, quand ouvrir le sac, quand faire les deux dans le même souffle. Ils échouaient souvent. Ils apprenaient à toujours. Mara corrigeait, expliquait, racontait parfois Iron Mesa sans jamais en faire une légende. Juste une réalité, une conséquence de choix imparfaits faits sous pression extrême. Le doute ne disparaît jamais.
leur disait-elle. S'il disparaît, c'est que vous êtes devenus dangereux. Ce qu'on apprend ici, ce n'est pas à être sans peur, c'est à agir malgré elle. Un soir, après un exercice particulièrement dur, Reese Holland resta en arrière. Ma'am, vous pensez qu'on peut vraiment être les deux sans se perdre? Mara réfléchit, puis sourit légèrement. Je pense qu'on se perd seulement quand on refuse une part de soi. Être entière, ça coûte, mais être divisé, ça coûte plus cher encore. Quand Reese partit, Mara resta seule un instant. Le soleil se couchait sur Coronado. L'océan brillait, indifférent et éternel. Elle pensa à son père, à sa mère, à Sultan Ridge, aux 17 vies encore en mouvement quelque part dans le monde. Le poids était toujours là. Il le serait toujours. Mais maintenant, elle savait quoi en faire. Elle le porterait. Elle l'enseignerait. Et quand le moment viendrait, pour elle ou pour quelqu'un d'autre, elle saurait exactement quelle main lever. La main qui soigne, ou celle qui protège. Parfois les deux. Mais il t'a aussi préparé à ça parce qu'il t'aimait assez pour savoir que tu ferais le bon choix, même quand ce serait le plus difficile. Mara s'essuya les yeux. Tu es en colère contre moi? Je suis terrifiée pour toi. Ce n'est pas la même chose. Sa mère inspira profondément. Mais je suis aussi fier. Ton commandant m'a dit que tu as quitté le fusil pour sauver la vie de ce chef, que tu as fait une réanimation pendant que les balles sifflaient, que tu as choisi de soigner d'abord, même quand tu avais le pouvoir de continuer à combattre. C'est ce que papa m'a appris. Je sais. Et je lui en ai voulu pour ça, de t'avoir donné ce poids, de t'avoir rendu capable de... Elle s'interrompit, reprit. Mais tu t'en es servi comme il fallait. Tu as su quand soigner et quand combattre. C'est ça, le don. Pas le tir, le discernement. Elles restèrent silencieuses un instant, deux femmes reliées par un homme disparu, qui avait appris à l'une à tuer et à l'autre à lâcher prise. « Rentre quand tu peux, » dit enfin sa mère. « Laisse-moi voir ce que tu es devenue. Laisse-moi voir ma fille, qui est les deux à la fois. Je viendrai bientôt, je te le promets. Je le sais. Et Mara, ton père avait raison. Tu sais quel moment demande quelle main. Continue à le savoir. Continue à être ça. Mais reviens vivante, c'est ma seule exigence maintenant. » « Oui, madame. Je t'aime, mon bébé. »« Moi aussi, maman. » Elles parlèrent encore 1 heure, de l'enquête, du programme de formation, des lettres que sa mère avait gardées, tout y lac celles envoyées d'Afghanistan, de la façon dont le chagrin change de forme sans jamais disparaître, de la fierté de son père, de la peur de sa mère, toujours là, et de la manière dont elle apprenait à vivre avec. Quand Mara raccrocha enfin, le poids avait changé. Pas plus léger, mais mieux réparti, partagé, porté par plus que ses seules épaules. 3 mois plus tard, la première promotion du programme fut diplômée. 16 élèves. 16 personnes désormais qualifiées en médecine de combat intégrée. 16 personnes qui savaient quand soigner et quand combattre. Logan Pike, autrefois moqueur, désormais convaincu, devint instructeur. Il enseignait les tactiques aux personnels médicaux, brisant les murs entre spécialités. Ethan Crowley demanda son transfert comme instructeur-observateur, apprenant aux soignants à lire le vent, la distance, à devenir les yeux quand le tireur en a besoin. Le programme grandit. Des demandes arrivèrent d'autres équipes, d'unités de reconnaissance, de forces spéciales à travers tout le pays. Tous avaient entendu parler d'Iron Mesa. Tous voulèrent que leurs soignants aient autre chose que des pansements. Mara enseignait tout. Elle transmettait la sagesse de son père et s'assurait que chacun comprenne le poids avant même d'envisager de le porter. 6 mois après Iron Mesa, une mission tomba. Escorte de convoi nord de la Californie, terrain similaire, risque similaire, Mara fut affectée. Mission principale, médicale. Mission secondaire, appui, Overwatch. Le convoi partit à l'aube. 6 véhicules, même configuration, même espoir que routinier signifie ennuyeux. Cette fois, ce fut le cas. Ils traversèrent l'école sans incident, livrèrent les fournitures, rentrèrent à la base sans rien à signaler, sinon une mission accomplie. Mara avait porté le M107 tout du long, ne l'avait jamais sorti de son étui, n'en avait jamais eu besoin. Après coup, Reese Holland la retrouva à l'infirmerie. Déçue de ne pas avoir eu à l'utiliser, Mara sourit. Les meilleures missions sont celles où le fusil reste dans son étui et le sac médical fermé. Ça veut dire que tout le monde est rentré.
Mais tu l'as quand même porté. Toujours. J'espère ne jamais en avoir besoin. Mais si le moment arrive, je serai prête. Elle referma son sac médical. C'est ça, être un gardien, Rhys. Porter le poids pour que les autres n'aient pas à le faire. Utiliser les outils seulement quand c'est nécessaire. Savoir faire la différence. Tu m'apprendras ? Les deux côtés ? C'est exactement pour ça qu'on est là. Un an après Iron Mesa, le jour anniversaire, Mara conduisit jusqu'au désert de l'Arizona. Le même endroit, la même chaleur, le même horizon infini qui rend les distances impossibles à estimer sans entraînement. Elle installa le M107 sur son bipied, posa son sac médical à côté, resta longtemps à les regarder. Puis, elle ouvrit la boîte en bois qu'elle avait apportée de chez elle, le carnet balistique de son père, la douille de sa dernière élimination confirmée, la photo de Kandahar, les plaques d'identité. Elle ajouta de nouveaux objets, la douille de son deuxième tir à Iron Mesa, la pièce de défi que Hale lui avait donnée, la photo de son père soignant un soldat blessé, la lettre qui lui avait expliqué tout ce qu'elle devait entendre, et une dernière chose, une photo prise par Rhys lors d'un exercice. Mara agenouillée, le fusil posé, le sac médical ouvert à côté, en train d'apprendre à un élève comment passer d'un outil à l'autre. Au dos, elle avait écrit « La mission continue ». Les deux rôles comptent, le poids se partage. Elle referma la boîte, s'assit contre le même affleurement rocheux où son père lui avait appris à lire le vent et regarda le désert qu'il avait tant aimé. « Je comprends maintenant, papa, » dit-elle au vent, « pourquoi tu m'as appris les deux, pourquoi tu ne m'as jamais forcé à choisir, pourquoi tu savais que je trouverais l'équilibre. » Le désert répondit par le silence, un silence plein, juste, et pour la première fois, le poids, toujours là, lui sembla exactement à sa place.